Bonjour à tous, une petite table ronde pour vous parler des agonistes GLP-1. On en parle énormément durant tout le congrès auquel on a assisté. C'est une incrétine qui est sécrétée par l'intestin grêle, qui a de multiples effets, des effets secondaires digestifs, mais qui ne doivent pas masquer tous leurs avantages. Pour commencer, Patrick, tu nous présentes les molécules disponibles en France. Merci Bertrand. En 2023, plus de 600 000 patients ont été traités par des agonistes du GLP-1. Naturellement, c'est un médicament majeur dans le diabète. Je vais vous citer un petit peu, comme vous pouvez voir sur la diapositive, la liste des molécules disponibles actuellement en France. On a l'exénatide avec le nom Byetta pour le diabète. On a le dulaglutide qui est le Trulicity aussi pour le diabète. Et après, on a des molécules qui peuvent être utilisées dans le diabète ou dans l'obésité sans diabète. Vous avez le liraglutide, donc le Victoza pour le diabète, et la même molécule avec des posologies différentes, donc le liraglutide avec le nom commercial Saxenda, non remboursé par l'assurance maladie. Une autre molécule, le sémaglutide, avec le fameux Ozempic, utilisé dans le diabète de type 2, et vous avez le Wegovy, qui est indiqué dans l'obésité sans diabète, qui vient d'avoir son AMM, mais pas encore remboursé par l'assurance maladie. Merci Patrick. Alors, en dehors de ces indications précises, ces molécules ont un intérêt dans les maladies du foie. On en a donc beaucoup entendu parler. Et pour commencer, Pierre, des métadonnées sur l'intérêt des agonistes GLP-1. Alors, le rôle des agonistes GLP-1 dans la prévention du cancer reste actuellement débattu. Il y a des études observationnelles et précliniques qui ont montré un intérêt croissant de ces molécules dans la prévention non seulement du cancer du foie, mais également dans d'autres cancers, en raison de 5 actions essentielles. La première, c'est une diminution de l'insulinorésistance. La deuxième, c'est une diminution de l'inflammation systémique. La troisième, c'est une régulation de la prolifération cellulaire, une diminution de la graisse viscérale et enfin, un effet direct sur la cellule tumorale. Dans ce congrès, il y a une grande étude américaine rétrospective de cohorte qui a étudié ce rôle-là dans la prévention du CHC sur des patients qui avaient un MASH et un diabète de type 2. Il y a à peu près 15 000 patients, donc il y a 90 000 patients qui ont pu être analysés sur un suivi de 15 ans. Il y a à peu près 15 000 patients qui ont reçu des agonistes GLP-1 et il y en a 75 000 en gros qui n'ont pas eu d'agonistes GLP-1 et ils ont étudié l'incidence et l'incidence du CHC est significativement plus basse dans le groupe des patients traités par agonistes GLP-1 à 3,9% sur les 15 ans de suivi versus le groupe non traité où l'incidence est de 4,77%. Donc c'est une étude avec le biais du rétrospectif et les biais de cette étude qui montre tout de même un rôle positif des agonistes GLP-1 dans la prévention du cancer du foie chez les patients, dans la population de patients MASH avec diabète de type 2. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Pierre, merci. Karine, dans une cohorte de vraie vie de Massold, des chiffres. Alors moi, j'ai sélectionné une étude sur l'impact des analogues des GLP-1 dans la Massold, dans la vraie vie. Donc c'est une énorme cohorte américaine, plus de 4000 patients, parmi lesquels il y avait quand même 1577 cirrhoses sur MASH. Et il y a eu 375 patients parmi cette cohorte qui ont bénéficié d'un traitement par analogue de GLP-1 depuis plus de 1 an. Et en général, c'était minimum 2 ans et demi jusqu'à 3 ans et demi de traitement par analogue. Donc il ressort de cette étude de cohorte que les patients qui ne recevaient pas d'analogue de GLP-1 décédaient 2 fois plus que ceux qui en recevaient, et ce d'autant qu'ils avaient de l'hypertension artérielle, du diabète de type 2 et qu'ils avaient plus de 60 ans. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément concernant les patients qui avaient une MASH cirrhotique, donc pas mal de patients qui, eux, recevaient des analogues depuis plus de 3 ans, eh bien, ils décompensaient moins leur cirrhose de façon significative par rapport à ceux qui ne recevaient pas d'analogue de GLP-1.
Donc c'est vraiment prometteur chez ces patients-là. Merci Karine. Pauline, une étude originale sur un effet original. Oui, un effet original. En fait, nos collègues endocrinologues ont remarqué que sous analogue de GLP-1, leurs patients avaient une appétence bien moindre pour l'alcool, voire même se sevraient. Et en fait, ça s'explique par l'action des analogues du GLP-1 sur le cerveau via le système de récompense, la diminution de la libération de la dopamine et puis également son effet sur le système digestif par l'effet sur la satiété qu'on connaît. Une étude américaine a étudié une cohorte de 14 000 patients avec un diagnostic de maladie alcoolique du foie et un diabète entre 2013 et 2020. Et 317 de ces patients recevaient un analogue de GLP-1 pour le traitement de leur diabète. Et les auteurs se sont intéressés à la survenue d'événements hépatiques. Et en fait, ils ont mis en évidence qu'il y avait moins de complications hépatiques globales dans le groupe traité par analogue de GLP-1, moins de décompensation hépatique, 22% dans le groupe traité contre 32% dans le groupe non traité, mais également moins de carcinome hépatocellulaire, 0,3% dans le groupe traité versus 3% dans le groupe non traité. En revanche, il n'y avait pas de différence sur l'hypertension portale ni la transplantation hépatique. Alors évidemment, les mécanismes de cette différence entre les deux groupes restent à préciser. Est-ce que c'était sur un potentiel sevrage en alcool ou sur l'amélioration de leur diabète et sur la part métabolique de leur maladie? Pour revenir sur le sémaglutide, l'étude de Princeps du sémaglutide, qui concernait 17 600 patients avec un BMI supérieur à 27 qui n'avaient pas de diabète, mais qui avaient des antécédents athéromateux cardiovasculaires. Cette étude a permis de montrer que chez ces patients, on avait une diminution de 20% du risque d'événements cardiovasculaires majeurs sur un traitement qui durait 104 semaines, donc un peu plus de 2 ans. Sur le plan hépatique, tous ces patients avaient des données biologiques qui permettaient de calculer le Fatty Liver Index, donc une évaluation de la stéatose avec un test biologique. Eh bien, on constate que les transaminases diminuent, la gamma-GT diminue et le Fatty Liver Index, qui inclut gamma-GT, triglycérides, tour de taille et BMI, diminue également de façon significative, 18%. Donc un intérêt pour le foie de ces patients à risque cardiovasculaire. Merci à tous pour votre implication, merci d'avoir couvert l'ASLD et on se donne rendez-vous pour le ASL au mois de juin 2025.